Salut, comment ça va? Aujourd'hui, nous parlerons d'ordinateurs quantiques et surtout d'un élément fondamental, le qubit. Nous allons voir ensemble ce que c'est, en quoi il diffère d'un bit classique et découvrir aussi une première chose toute simple que les qubits peuvent faire et que les ordinateurs classiques sont incapables de réaliser. Un qubit est un système quantique qui peut adopter deux valeurs possibles. Mais que signifie quantique? Cela veut dire qu'il est si petit qu'il n'obéit plus aux lois de notre monde quotidien, celui que nous observons tous les jours, mais aux lois étranges de la mécanique quantique. Les lois qui régissent des objets comme une chaise, par exemple, si je la laisse tomber ou si je la pousse sur le sol, ne sont pas les mêmes que celles qui gouvernent le monde microscopique. À l'échelle microscopique, ce sont les lois de la mécanique quantique qui s'appliquent. Les particules, les atomes, les molécules ou les ensembles de molécules sont régis par ces lois. Un qubit est donc un système microscopique qui peut se trouver dans deux états possibles. On peut les appeler A et B, haut et bas, droite et gauche, ou comme on le fait habituellement, 0 et 1. Exactement comme les bits classiques de nos ordinateurs domestiques qui peuvent avoir les états 0 ou 1. Donc, en apparence, qubit et bit semblent similaires, mais le qubit cache quelque chose de plus. Comment construit-on physiquement un qubit? Un exemple simple est l'électron. On parle beaucoup d'une propriété de l'électron appelée spin. On peut imaginer l'électron comme un minuscule aimant qui peut s'orienter dans l'espace en fonction des champs magnétiques dans lesquels il est plongé. Le spin décrit ce mouvement magnétique de l'électron. Quand on observe le spin d'un électron en le faisant passer à travers un aimant externe orienté verticalement, par exemple, on voit qu'il peut être uniquement orienté vers le haut ou vers le bas. Ainsi, du point de vue du spin, l'électron peut être dans deux états et il serait parfait pour réaliser un qubit. Le problème, c'est qu'il est très difficile de maintenir un électron isolé du reste du monde et de le manipuler. C'est pourquoi on utilise d'autres propriétés de l'électron. Le spin d'un électron n'est pas la seule propriété que l'on puisse exploiter pour créer un qubit. Par exemple, en laboratoire, des électrons ont été piégés dans des défauts des diamants artificiels afin de former de véritables qubits. Dans ces diamants synthétiques, l'électron peut occuper deux niveaux d'énergie distincts. Lorsqu'il se trouve au niveau d'énergie le plus bas, on considère que le qubit est dans l'état 0. Lorsque l'électron atteint le niveau d'énergie supérieur, on considère que le qubit est dans l'état 1. Ainsi, dans ce cas, les deux états possibles, 0 et 1, correspondent à deux niveaux d'énergie de l'électron. Nous verrons dans une autre vidéo comment fonctionnent les processeurs de IBM, Google, de Microsoft et d'autres, mais pour l'instant, souvenons-nous simplement de ceci. Il nous faut un système quantique possédant deux états purs. Ici entre en jeu une propriété extraordinaire, la superposition d'états. Si nous reprenons notre électron, nous savons qu'il peut être, par exemple, dans l'état de spin haut ou spin bas. Mais la mécanique quantique affirme que l'électron peut aussi se trouver en même temps dans les deux états. Par exemple, il pourrait être 50% spin haut et 50% spin bas. Et cela ne signifie pas que son spin est orienté à mi-chemin. Cela veut dire qu'il est réellement à la fois spin haut et spin bas au même moment. Cela vous rappelle le chat de Schrödinger, celui qui est à la fois vivant et mort tant qu'on ne l'observe pas? Voilà, c'est exactement cela. C'est quelque chose d'absolument contre-intuitif. Parce que dans le monde que nous voyons chaque jour, cela n'arrive pas. Les livres sont soit ouverts, soit fermés. Mais dans le monde quantique, la superposition est réelle. Un électron pourrait être aussi dans un état 80% spin haut et 20% spin bas, par exemple, ou n'importe quelle autre combinaison. Un bit classique, en revanche, est toujours soit 0, soit 1. Il ne peut pas être en superposition. Pourquoi? Parce qu'un bit classique est composé d'un très grand nombre de particules, tout comme le chat de Schrödinger. Tous deux, étant des objets macroscopiques formés d'un grand nombre de particules, ne suivent plus les lois de la mécanique quantique. En effet, les lois quantiques se perdent à cause d'un phénomène appelé décohérence,
Ainsi, un objet macroscopique, même s'il est constitué de particules quantiques, perd ses propriétés quantiques à cause de cette décohérence. Un qubit, en revanche, étant extrêmement petit, parvient à conserver ses propriétés quantiques. Et c'est pour cette raison qu'il peut se trouver dans une superposition d'états. Alors, que se passe-t-il quand on observe un qubit? Si un électron est en superposition, par exemple 80% spin haut et 20% spin bas, au moment où on l'observe, je pourrais penser observer un spin orienté selon un angle intermédiaire, ni complètement vers le haut, ni complètement vers le bas. Eh bien non. Quand j'observe le spin d'un électron, il s'effondre, on dit, dans l'un des deux états purs, soit spin haut, soit spin bas. Seules ces deux valeurs sont observables et aucune autre. Mais laquelle des deux valeurs vais-je observer? Supposons que l'état initial de l'électron soit composé, on a dit, à 80% de spin haut et 20% de spin bas. Alors, voici ce qui se passe. Imaginons que nous créons 1 million d'électrons dans cet état de superposition. Puis, nous mesurons le spin de chaque électron. Je mesure le premier électron, spin vers le haut. Je mesure le deuxième, spin vers le haut. Je mesure le troisième, spin vers le bas. Et ainsi de suite. À la fin, en faisant le compte, je découvrirai qu'environ 80% des électrons m'ont donné spin vers le haut et environ 20% m'ont donné spin vers le bas. Faisons une autre expérience. Partons avec 1 million d'électrons, tout dans un état de 50% spin haut et 50% spin bas. Nous mesurons le spin de chacun. À la fin, je verrai qu'environ la moitié des électrons a donné spin haut et l'autre moitié spin bas. Donc, lorsque j'observe le spin de l'électron, son état initial de superposition s'effondre dans l'un des deux états purs, spin haut, spin bas. Et il le fait avec la probabilité définie dans la superposition initiale. Et voilà ce qui est fascinant. Selon l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, le résultat de chaque mesure individuelle est véritablement aléatoire. Autrement dit, la physique, selon cette interprétation philosophique de la mécanique quantique, n'est pas capable de prédire le résultat pour un seul électron. Elle se limite à prédire le comportement d'un grand nombre d'électrons, en termes de pourcentage et de probabilité. Et cela non, parce que la physique ne serait pas encore suffisamment développée pour pouvoir calculer le résultat d'une expérience sur un seul électron. Mais parce que, toujours selon cette vision, la nature elle-même se comporte ainsi. C'est une différence énorme par rapport au monde classique. Quand nous lançons un dé, nous parlons de probabilité uniquement parce que nous ignorons tous les détails du lancer. Si nous les connaissions, vitesse, angle, densité de l'air, température, matériaux, nous pourrions prédire exactement quel numéro sortirait. Le hasard classique est un déguisement de l'ignorance. Je parle de probabilité parce que j'ignore comment le dé se déplacera exactement. Dans le cas des qubits, au contraire, le hasard est réel. Quand nous observons le spin, c'est la nature elle-même qui décide de manière véritablement aléatoire. Et voici la première application des qubits que les ordinateurs classiques ne peuvent pas réaliser, la génération de vrais nombres aléatoires. Avec les ordinateurs classiques, nous ne pouvons que simuler des nombres aléatoires, ce que l'on appelle des nombres pseudo-aléatoires, car ils résultent d'opérations déterministes. Autrement dit, lorsqu'un ordinateur classique génère des nombres pseudo-aléatoires, il le fait à partir d'une information initiale, appelée graine aléatoire, et en suivant un algorithme précis, donc en effectuant des calculs concrets et non véritablement aléatoires. Mais avec le qubit, je peux réellement générer une séquence de 0 et de 1 totalement imprévisible. Par exemple, en prenant 1 million d'électrons en superposition 50% spin haut et 50% spin bas, et en les mesurant un par un, j'obtiens une séquence totalement imprévisible des 0 et des 1. Tu pourrais penser, mais n'est-ce pas une application inutile? En réalité, la génération de vrais nombres aléatoires est essentielle pour la cryptographie, par exemple. La cryptographie est cette technique qui nous permet de prendre un message, le transformer en un message illisible, on dit le chiffrer, puis l'envoyer.
Si quelqu'un a intercepté le message avant qu'il n'arrive à destination, il ne pourrait pas le lire car il serait complètement illisible. Pour le déchiffrer, il faudrait un code. Eh bien, la génération de nombres aléatoires est fondamentale pour construire ces codes cryptographiques. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les ordinateurs quantiques et toutes les choses incroyables qu'ils peuvent faire, ne manquez pas les prochaines vidéos de la série. Et avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous souhaitez en savoir plus sur la mécanique quantique, non seulement sur la physique, mais aussi sur l'histoire et la philosophie du monde quantique, je vous recommande de lire mon nouveau livre, La mécanique quantique, volume 1, la première révolution quantique. Moi-même, j'ai beaucoup appris en écrivant ce livre. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Au revoir et à bientôt avec un nouvel épisode de Pépites de Science.